je dis souvent, quand les amis arrivent ici, je dis bienvenue à Népal. Je viens côté comme ça. C'est pas seulement parce qu'il y a beaucoup de bouddhistes dans les parages, mais il y a les montagnes, il y a la cordillère, et surtout il y a ces fleuves, un peu des petits fleuves tout petits, qui font beaucoup de bruit. Les Chilines, c'est pas comme l'Argentine où il y a la Pampa. Donc, il suffit d'une image pour donner une idée du pays. Ici, il faut un peu se promener et voir que le pays, quelque part, il est tordu. Il est tordu. Un écrivain chilien, Luis Oyarzún, disait ici plus qu'ailleurs, les hommes, les habitants imitent la nature. Donc, s'ils sont tordus, c'est parce que la nature est tordue. S'ils se surexcitent, ils se calment, c'est parce qu'il y a des tremblements de terre. Si on rit trop, c'est parce qu'il y a des tremblements de terre. Si on a la voix aiguë, c'est parce qu'il y a l'air volcanique. Et voilà, tout s'explique comme ça. C'est la platitude du labyrinthe, quoi. Sauf que c'est un labyrinthe où on sait très bien que la cordillère est là, et donc la mer est là. Et puis il y a le nord et le sud. C'est un labyrinthe bidimensionnel, c'est-à-dire qu'on ne craint pas de se perdre. Et dans ces pays-là, dans ces paysages-là, ça me produit une espèce d'angoisse, surtout parce que ma famille croyait que pour passer les examens, il fallait m'envoyer dans des endroits comme ça où donc j'étudiais les droits et j'ai associé la cordillère au droit romain, les fleuves à l'économie politique, et ça c'est l'histoire du droit, les collines, comme ça. C'est un paysage allégorique, mais dans les mauvais sens du terme. Mais bon, j'aime bien ça, mais quand les amis me disent, mais je sais pas, c'est l'Amérique latine, c'est tellurique, c'est grandiose, j'ai du mal à les croire. Pour moi, le Chili, ce sont des petits coins où on s'assoit et on se met à lire. C'est beaucoup plus proche de Gaspard Friedrich que de Kubrick. Assez tôt, on m'a fait cadeau d'une caméra et j'ai tourné des films avec mon cousin qui est pas loin d'ici. C'est des espèces de western en caméra 8. Ce que je ne savais pas, c'était que j'allais les faire très loin d'ici. Mais dans les temps qui courent, très loin et très près ne fait pas beaucoup de différence. Dans la plupart des films que j'ai faits, c'est l'exil, mais c'est toutes les formes d'exil. Et ce que je ne pouvais pas prévoir non plus, c'est que l'exil allait devenir le problème central de n'importe quel être humain dans le monde. On est tous des exilés. C'est un des premiers effets de la globalisation. C'est de rendre tout le monde exilé à cause de la rupture des écosystèmes sociaux, pour le dire convenablement. Or, il faut aller en arrière. Et 1974, entre 14 et 15. Et un ami, éditeur, Mario Muchnik, il se prépare à monter une maison d'édition à Barcelone. Alors il me dit, mais il me voyait un peu troublé par la situation, ma situation économique, la situation difficile qu'on vivait. Il m'a dit, j'aimerais bien que tu prennes un peu d'air afin de te dépayser. Alors il m'a invité à Barcelone. On est parti en voiture.
Et là, dans une semaine, à Barcelone, il m'a passé de l'argent, il m'a dit, bon, amuse-toi. Et à Barcelone, en face de la mer, il faut dire près de la mer, dans un restaurant. Et je passais tout l'après-midi à prendre des notes. Et j'ai fait plusieurs scénarios. Tous ces scénarios se sont faits. La ville des pirates, les trois courants du matelot, les territoires. Et récemment, l'équipement. Tous ces scénarios, je les ai écrits en à peu près 4 jours. J'ai pris les notes et j'ai fait la forme. C'est venu comme ça. Et les trois courants du matelot m'est venu à partir de les poèmes, les grands poèmes de Coleridge. Les rimes du vieux matelot. Rhymes of Ancient Mariner, je crois bien. Et quand j'ai travaillé, j'étais en tournage du Territoire, un film fait un peu à la va-vite, qui a ses mérites, je trouve. Et j'ai lu un livre d'Éric Maria Remarque qui s'appelle La nuit à Lisbonne. Dans ses romans, Éric Maria Remarque cherche un voyage, cherche à échapper, c'est la guerre. Il doit partir le plus loin possible aux États-Unis, si possible. Et alors, il rencontre à Coimbra, à la sortie du casino, un matelot qui lui dit « Je vous donne un billet, je l'ai ici, mais le prix est de m'écouter. Je vais vous raconter ma vie. » Et là, c'est l'horreur. Là, c'est une nuit seulement, mais cette nuit, c'est un cauchemar. Et lui, il regrette d'avoir accepté, parce que c'est toute l'horreur du monde qui vient. C'est resté, c'est un film à faire encore. Mais il avait cet aspect-là. Je vous donne, vous cherchez à vous échapper, vous pouvez vous échapper, mais je vous raconte ma vie. Et c'est le point de départ des trois courants des matelots. Dans sa vie, des trois courants des matelots, on bouge du fantastique, du mythique, du folklore au quotidien, et ça va et vient. Et c'est pas très loin des histoires que racontaient les amis de mon père, et mon père lui-même qui était capitaine du bateau, et mon grand-père qui était contremaître. Ces bateaux fantômes, donc. Et c'est un mythe curieux. Enfin, je l'ai dit très vite. Quand j'étais enfant et quand j'étais adolescent, même jeune, ces mythes étaient vivants. On parlait du bateau fantôme comme quelque chose de vrai ou pas vrai, on rigolait ou pas. Mais on disait, bon, le bateau fantôme, il avait certaines caractéristiques. Et quand j'ai fait les films, j'ai inventé une chose qui a été intégrée, parce que les films ont été montrés au Chili. Et c'était dans un bateau fantôme, il faut toujours un homme vivant. Sans quoi ça ne peut pas marcher. Bon, je l'ai inventé comme ça pour les films. Et après, j'ai entendu dire les gens à Chiloé que c'était comme ça. Et puis récemment, il y a quelques années, je suis allé à Chiloé pour faire un tout petit film. Et là, on m'a dit, les bateaux fantômes, dans les bateaux fantômes, et les bateaux fantômes est habité par des gens qui sont morts noyés en mer. Les mythes étaient bouclés et donc morts. Je répète toujours ça, c'est une des expériences plus fortes parce que là, j'ai compris que les mythes aussi meurent. Et j'ai vu des mythes qui meurent, des mythes qui commencent à naître. Et dans les trois courants des matelots, on a commencé à faire des repérages, enfin. Je me suis dit, il faut les faire au Portugal. Et surtout, pas seulement parce que c'était moins cher ou qu'il y avait des paysages qui correspondaient, mais qu'il y a un climat fantastique, réaliste en même temps. Au Portugal, il y a ce qu'on peut appeler la hiérophanie, c'est que
Mircea Eliade appelait la hierophanie, c'est-à-dire les va-et-vient entre les sacrés et les profanes, c'est les quotidiens et les fantastiques. Et j'ai commencé à travailler ça, et pendant la préparation, et je sentais que ça devait être très coloré, malgré... Normalement, quand on fait un film fantastique, on songe en noir et blanc. Et donc, c'est la nuit, c'est crépusculaire, et là, parce qu'il y a des fantômes. Là, je me disais, il faut des fantômes d'un cauchemar à l'heure de la sieste. Et donc, on a commencé à faire des tests avec les polarisants bichromatiques, rouge, bleu. Puis, avec différentes pellicules, il avait la Agfa, la Kodak, et la Fuji parfois, mais en fait, on est resté vaguement. Et, enfin, finalement, avec la Agfa, qui donnait énormément de contraste, pour les bichromatiques étaient fortes, et la Kodak était plus normale. Et on a tourné 16 mm, c'était encore des tout petits films. Et j'ai dit ça à Sacha Vierny, qui était quand même un homme sévère et puritain. Il disait, mais Sacha, ne crains pas l'arc-en-ciel. Et avec ça, il y a une autre chose qui va aussi avec les conditions économiques, c'est les conditions économiques provoquent la vitesse, mais aussi les bricolages. Or, les bricolages, mot qui n'existe pas dans d'autres langues, mais l'esprit n'existait pas. Ça, je l'ai découvert en France. J'ai découvert avec des gens qui n'étaient pas français, comme Picasso. Mais les bricolages dont la santé, c'est dire on peut faire du cinéma avec n'importe quoi. On prend un verre, on les casse, on fait les reflets, on met une lumière et ça y est. Et c'est la leçon qui nous a laissé Picasso et à nous, latino-américains, des gens comme Neruda. C'est des gens qui ont l'esprit du bricolage en poésie et en peinture. Et moi, je cherche à avoir ce même esprit, c'est venu tout seul dans les cinémas. C'est-à-dire, vraiment, même dans des films chers, comme récemment Les Temps Retrouvés au Klimt, il y a quand même du fait à la main, des travaux faits à la main, des bricolages, des distorsions, des choses qu'on met devant la caméra. C'est une bonne partie de la poésie du cinéma se trouve dans cette voie-là. Méliès, c'est ça, mais d'après ce qu'il m'a appris un de mes maîtres, qui est Henri Alécan, c'est-à-dire il faut faire avec la main. C'est pas vrai que le cinéma, c'est une technique où il y a une séparation des métiers. Les photographes font la photo, les metteurs en scène font de la mise en scène, les comédiens jouent. Ces trois-là travaillent à ce qu'on appellerait aujourd'hui, justement, en physique, on appelait les subtotales. Les subtotales, c'est-à-dire que chacun est auteur à part entière du film et il se lie par des treillis de travail qui s'harmonisent au pas. Il faudrait que là, entre-temps, j'ai une maladie qui m'a forcé à aller à l'hôpital, chose qui ne m'était jamais arrivée avant. Et là, je songeais à la mort et à plein d'autres choses, et à la mort et à la bande dessinée. Curieusement, les deux choses se sont mélangées. Et d'un coup, je me suis mis à étudier Milton Caniff. Et c'est cet étrange cadrage où il y a des choses qui sont extrêmement près de la caméra et des choses lointaines. Et il se mélange dans une espèce de montage entre les plus proches et les plus lointains.
Et je cherchais donc ce matelot. Et il y a Jean-Bernard Guillard qui est arrivé. Première chose, il avait été matelot. Il avait été 1 an ou 2 matelot d'un bateau qui était à peu près du même genre. C'est un cargo. Et puis, il avait été prix du conservatoire, ce qui est toujours... ça veut dire que peut-être il n'est pas les meilleurs, mais il ne peut pas être les pires. Et il était extrêmement émotionnel. On pouvait avoir des rapports très... quand les gens sont très émotionnels, on est forcé à avoir des rapports courtois. Sans quoi, ça devient intenable. Et lui, il était extrêmement émotionnel, donc on se vouvoyait. En fait. Et puis, j'avais pris mes copains, et comme d'habitude, j'ai pris les techniciens du film pour jouer. Et c'était en général des gens avec lesquels j'avais déjà joué, que j'avais trouvé par accident. Nadège Claire, elle s'est promenée dans un parc où on tournait l'hypothèse du tableau volé. Bon, on l'a mis dans les films, par exemple. Et comme c'était pas Hollywood, ça faisait pas du mal. Il venait et puis ça restait normal, quoi. C'était pas la grande carrière. Et j'ai fait les films dans un confort, dans la joie, qui n'était pas la mienne seulement, mais de tout le monde. Enfin, on n'a pas arrêté de faire la fête. Et chaque soir, pratiquement, on faisait la fête. Et dans la journée, on tournait avec beaucoup d'énergie. Et on a fini, je crois, en 7 semaines, ce qui était déjà une espèce de luxe à la télévision. Et puis, j'ai commencé à me demander ce que c'était que ce film. C'était un film des premiers montages, je faisais quelque chose comme 4 heures. C'était trop long, on a pensé à faire 2 chapitres, on a réduit. Finalement, on a trouvé, avec des conversations avec tout le monde, et qui étaient soit des producteurs, mais aussi les techniciens même. Et les films avaient un souffle, il fallait préserver les souffles. Si on faisait deux versions d'1h30, c'était autre chose. Et alors pour préserver ces souffles, c'était curieux, parce que c'était un film long, mais avec le souffle d'un film d'1h30. Finalement, on est arrivé à 2h et quelques, 1h58 par là, 2 heures, mettons. Et le film a eu une espèce de répercussion, a provoqué une réaction comparable à l'hypothèse du tableau volé, ce qui m'a étonné parce que s'il y a quelque chose qui est vraiment différent de l'hypothèse du tableau volé, c'est les 3 colons du matelot. C'est des films radicalement différents, lents et sévères et secs, l'autre est flamboyant, pour ainsi dire. Lent, c'est vraiment les noirs et blancs d'autrefois. L'autre, c'est l'arc-en-ciel, comme dit Sacha Villani. Or, ces films, vraiment, ont marqué une espèce de tournant. Et puis, il y en a eu d'autres tournants. Je suis devenu un derviche tourneur, quelque part. Et je travaillais surtout, il faut dire, avec la complicité, parce qu'en quoi encore ma connaissance du français a pris du temps. La connaissance du français, je suis monogame, que voulez-vous? Et c'est-à-dire que j'ai une femme chilienne, mon épouse, et on parle espagnol, ce qui ralentit l'apprentissage de toute langue, dont on sait très bien que le mieux c'est de la pratiquer à travers des histoires d'amour. C'est pas mon cas. Et donc j'ai pris du temps, mais j'ai appris le français en passant par la rhétorique. Or, ces films, il y avait quelque chose de rhétorique dans les textes, mais c'était pas la rhétorique Monterland de Klosowski, c'était, je dirais, c'était du Macorlan, si on décide de jouer ces jeux. C'était Rudyard Kipling, Stevenson, mais c'était en français, c'était cette espèce de pathétisme décalé de Macorlan
qui était bien pour le film, je trouve. Vous voyez bien, je prends que des écrivains en série B, si j'ose dire. Mais c'est ce qui me convient. C'est les écrivains mineurs qui pourtant, je n'ai pas fait que des films sur des écrivains mineurs, mais pour une raison, ces écrivains mineurs, je me sens un peu comme si je complétais leur travail. Et dans ces films, j'ai cherché à tout mettre, de mettre tout ça ensemble, toutes les lectures, Stevenson, Kipling, les contes, toutes les histoires folkloriques, tout ça ensemble. Et avec une chose que je n'avais pas prévue. Et mon ami Emilio del Solar, mathématicien avec lequel on avait fait des discussions interminables dans les tavernes au Chili dans les années 60, fin des années 50, des années 60. On était donc des philosophes analytiques, disons anglais. Et alors, je voyais, ça me faisait de la peine qu'il m'aidait à traduire. J'avais pas d'argent pour les payer. Et alors, ce que j'ai fait, c'est de mettre dans les films des exemples des mathématiques, des exemples des paradoxes logiques. Alors, je le voyais pendant qu'il traduisait, il rigolait. Alors, j'en rajoutais. Le résultat, c'est qu'à la fin, tout ça, c'est une espèce de mille et une nuits truffées d'exemples de logique. Ce qui peut être le cas aussi dans ce livre, dans les mille et une nuits. C'est curieux parce que une bonne partie de mes fictions, je les travaille à partir de conversations avec des scientifiques. Plus maintenant avec des physiciens, autrefois c'était plus avec des mathématiciens, à Paris c'est facile à trouver, hein, ça. Paris c'est un lieu de passage de gens des sciences, et il y a très peu de... Ça c'est un paradoxe, on peut pas appeler paradoxe française. Et en France, je connais personne qui travaille avec des éléments de logique, des mathématiques, des physiques, tandis qu'il y a une surpopulation des scientifiques qui veulent faire du cinéma. Au Festival de Montréal, il y avait 4 jeunes cinéastes. On est allés manger ensemble. Les 4 avaient des degrés plus ou moins importants, licence au moins, mais il y avait un docteur et en physique quantique. Or, en physique quantique, c'est le lieu où la poésie récemment s'est réfugiée, plus ou moins, manière de dire. Et c'est un lieu où on peut produire des images très puissantes. C'est l'image et les sons qui jouent, parce qu'il y a des distorsions, des anamorphoses, toutes sortes de choses. Et curieusement, ces 4 personnes qui étaient là, ils faisaient des comédies avec beaucoup de succès, hein, beaucoup de public. Ils savaient appliquer, c'était comme des comptables avec une mentalité scientifique, mais ils ne voyaient pas la puissance poétique de la science en ce moment. Il y a une espèce de, comment on peut dire, des joies d'inventer des choses. Des joies, oui, comme les troubadours, joie. C'est l'invention amoureuse des choses. Et donc, la musique, d'un coup, est arrivée comme un élément essentiel. C'est pas une musique incidentale. Non, on dit globalement, il y a la musique, les Américains l'appelaient jump and fall, saute et tombe. C'est la musique pratiquement des dessins animés.
Et puis il a la musique qui est la plus fréquente, c'est le leitmusic, les leitmotivs. C'est à la Wagner, c'est-à-dire l'opératisation d'un film où chaque personnage, chaque élément narratif a un thème et puis on les mélange, on les découvre, on l'oublie. C'est autant n'importe les vents, n'importe quel film de Douglas Sirk a le même type de musique. Et puis j'ai cherché à travailler, et oui, il y a la musique qu'on appelle d'ameublement, c'est-à-dire pour ne pas laisser le silence et prendre trop de place. Et j'avais cherché à permuter suivant le style kabbaliste. La musique devrait être ici, on la met là, on la met ici, et comme ça les deux éléments se rejoignent. Et on met musique arbitrairement dans la scène A, dans la scène N et dans la scène, je sais pas, et O. Et ces trois scènes par la musique se lient, même si dramatiquement, selon la logique narrative, ils ne devraient pas être liés. C'est qui crée une espèce de tissu, de tissu narratif, et fait objectivement que la musique est en train de fabriquer un film parallèle avec le film qu'on est en train de voir. Alors pour ça, il faut la complicité de musiciens, ce qui est arrivé avec Georges. Et pour l'amuser, lui aussi, parfois, il faut donner... C'est antique que je garde depuis mes premiers films. Et il faut payer. Aux techniciens, on ne les paye pas forcément qu'avec de l'argent. Les techniciens sont des artistes. Donc on les paye avec des défis esthétiques. On fait un mouvement de caméra compliqué. C'est une manière de payer la personne, les machinistes qui fait le travelling. Une lumière impossible éclairée, c'est une manière de payer les directeurs de la photo, etc. Et les comédiens aussi, je les paye en les faisant jouer des choses où il y a un défi artistique. Bon, bref, la musique de film, de mes films en tout cas, ça se passe de la manière suivante. Je fais des citations pour les films, c'est parmi mes disques. Georges les prend. Parfois, il me dit, moi, j'aimerais bien faire une chose plus cohérente, donc je prends un auteur, je prends ma musique, et puis on fait des dérapages vers d'autres musiques, comme des citations. Ou sinon, carrément, il prend les citations, il cherche à faire mieux. Et puis, ce que c'est pas normalement, c'est que quand il place la musique, je fais des permutations. Et ce que je fais aussi avec les scènes du film. Les films, je les tourne souvent dans l'ordre des scénarios, mais parfois il n'y a pas de scénario. Et à ce moment-là, je fais toute la combinatoire possible, tous les combinatoires. Et souvent, c'est pas qu'il y a une qui est meilleure, mais il y a une qui provoque, qui suscite la combinatoire, c'est-à-dire qui donne l'impression que tout se passe en même temps. Et je crois que c'est une des choses que j'aime le plus au cinéma, c'est l'impression que dans une minute, il a la totalité du film, cet effet holistique.